L'homme de vue intérieure fit son apparition le 16 octobre, un matin, peu après que Johnny fut passé chercher le courrier. La maison de son père se trouvait assez loin de la route. Une allée de gravier, longue de 400 mètres environ, serpentait à travers d'épais fourrés de jeunes sapins. Johnny effectuait chaque jour cet aller-retour. Au début, il en revenait tremblant d'épuisement, les jambes en feu, boitant tellement qu'il semblait tituber. Mais au bout d'un mois et demi, alors qu'au début ces 400 mètres lui prenaient une heure, la balade était devenue un des plaisirs de la journée, une chose pour laquelle il se réjouissait à l'avance. Il avait commencé à fendre du bois pour l'hiver, corvée qu'il avait pensé faire exécuter par un homme de peine. Tu sais, Johnny, quand l'âge commence à se faire sentir, lui avait dit son père en souriant, tu commences à chercher du travail à l'abri dès que l'automne arrive. Johnny alla sur la véranda et s'assit dans le fauteuil d'osier, à côté de la balustrade, en poussant un soupir de soulagement. Il plaça son pied droit sur la rampe, puis, avec une grimace de douleur, à deux mains, il souleva sa jambe gauche et la posa à son tour sur la rambarde. Ceci fait, il ouvrit son courrier. Il commençait à être moins abondant. La première semaine passée à Paunal, il était parfois arrivé 2 douzaines de lettres et 8 ou 10 paquets, la plupart ayant d'abord été envoyés à l'hôpital, puis à la poste principale de Paunal. Correspondance expédiée par des personnes seules qui semblaient à la recherche d'un guide, des enfants qui voulaient un autographe, ou des femmes qui voulaient coucher avec lui. Tous, hommes et femmes, en quête d'un remède contre la solitude. On lui envoyait des porte-bonheur, des prévisions astrales, lettres presque toutes inspirées par la religion. Et ces missives, pleines de fautes, rédigées d'une large écriture appliquée, lui rappelaient celles de sa mère. Il était prophète, lui assurait-on, guide venu sauver le peuple américain, las et déçu de la violence. Preuve que la fin du monde était proche. Le 16 octobre, il avait reçu 8 exemplaires de La dernière grande planète Terre de Hal Lindsey. Sa mère les aurait sûrement appréciés. Il était sommé de proclamer la divinité du Christ et de mettre un terme à l'immoralité de la jeunesse. Il recevait aussi des lettres anonymes, plus rarement, il est vrai. Un correspondant lui envoya un feuillet immonde qui le traitait d'antéchrist et qui lui suggérait de se suicider. 4 ou 5 de ces anonymes lui demandaient ses impressions après le meurtre de sa mère. D'autres l'accusaient de les avoir mystifiés, et l'un d'eux disait « Pressentiment, télépathie, merde, crétin d'extralucide !» Et ils envoyaient des objets, ce qui était le pire. Chaque jour, en rentrant de son travail, Herbe devait s'arrêter au bureau de poste de Paunal afin d'y prendre les paquets trop volumineux pour la boîte. Toutes les notes qui les accompagnaient n'étaient qu'une même et unique plainte. Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Cette écharpe appartenait à mon frère, qui a disparu au cours d'une partie de pêche en 1969. Je suis certaine qu'il est encore en vie. Dites-moi où il est. Ou bien, ce rouge à lèvres était sur la coiffeuse de ma femme. Je crois qu'elle me trompe, mais je n'en suis pas sûr. Dites-moi ce qu'il en est. Ou aussi, voici la carte d'identité de mon fils. Il ne rentre jamais directement de l'école, à la maison. Il reste dehors des heures, et je suis malade d'inquiétude. Dites-moi ce qu'il fait. Johnny ne répondait pas aux lettres. Il renvoyait les objets assez frais, sans commentaire. Il toucha certains d'entre eux. La plupart ne lui apprirent absolument rien. Mais pour quelques autres, des images inquiétantes survenaient, ne laissant ensuite, le plus souvent, qu'un vague souvenir, juste une impression. Mais pour l'un d'eux, pour la femme qui avait envoyé une écharpe dans l'espoir de découvrir ce qui était arrivé à son frère, c'était une écharpe blanche, tricotée, semblable à des milliers d'autres. Quand il la prit, donc, dans ses mains, la réalité s'estompa. Le bruit de la télévision dans la pièce voisine s'intensifia, puis diminua, s'intensifia à nouveau, puis diminua encore, jusqu'à devenir un bourdonnement d'insectes par une journée d'été mêlé au lointain murmure d'un ruisseau. Les odeurs de la forêt emplissaient ses narines, la lumière perçait le feuillage de grands arbres. La terre, qui venait d'être arrosée, était détrempée et boueuse. Il avait peur, très peur, mais il gardait la tête froide. Si vous vous perdez dans le Grand Nord et que vous paniquez, votre arrêt de mort est signé. Il continuait en direction du sud. 2 jours avaient passé depuis qu'ils s'étaient trouvés séparés de Steve, Rocky et Logan. Ils avaient campé près d'un ruisseau, un torrent, et tout était de sa faute parce qu'il était terriblement ivre. Maintenant, il voyait son sac, contre un tronc renversé, couvert de mousse, des racines mortes et blanchies sur la verdure, telles des ossements. Il voyait son sac, mais ne pouvait pas l'atteindre. Il s'en était écarté de quelques mètres pour pisser, et il avait le pied dans le marécage. La boue passait par-dessus ses bottes.
Il essayait de reculer, de trouver un endroit plus sec, mais il ne put se dégager. Il ne pouvait se dégager parce que ce n'était pas de la boue, c'était autre chose. Il restait là, regardant autour de lui, désemparé, cherchant un appui, riant presque de son inconscience qui l'avait poussé vers les sables mouvants pour pisser. Il restait là, persuadé qu'il s'agissait d'une mare peu profonde, une bonne histoire à raconter quand il aurait retrouvé ses compagnons. Mais il restait là. Une véritable panique commença à l'envahir quand il fut enfoncé jusqu'aux genoux. Il commença à se débattre, oubliant que dans les sables mouvants, on est supposé rester immobile. En un rien de temps, les sables lui arrivèrent à la taille, puis à la poitrine, le léchant comme de grandes lèvres brunes. Rassemblant son souffle, il commença à crier. Personne ne répondit, rien ne se produisit. Seul un écureuil bondit sur la souche mousseuse et se percha sur son sac, le regardant de ses petits yeux noirs et brillants. Maintenant, il en avait jusqu'au cou, l'odeur forte de la vase l'asphyxiait. Ses cris se faisaient faibles et haletants. Des oiseaux voltaient et gazouillaient, les rayons du soleil, couleur de cuivre, jouaient entre les arbres et les sables mouvants l'engloutissaient. Seul, il allait mourir seul. Il ouvrit la bouche pour crier une dernière fois, mais il n'y eut pas de cri, parce que les sables pénétrèrent dans sa bouche, chargèrent sa langue entre ses dents. Le cri d'agonie fut étouffé. Johnny se retrouva en sueur, l'écharpe étroitement serrée dans ses mains, le souffle haletant et court. Il jeta l'écharpe sur le sol. Elle s'y étala comme un serpent livide. Il ne voulut plus y toucher. Son père la renvoya. À présent, Dieu merci, le courrier était moins abondant. Les fous avaient découvert une nouvelle psychose. Les journalistes ne lui demandaient plus d'entrevues, en partie parce que le numéro de téléphone n'avait été changé et ne figurait pas dans l'annuaire, et en partie parce que son histoire avait vieilli. Roger Dussault avait écrit un long article haineux. Selon lui, toute l'affaire n'était qu'une cruelle et vulgaire mystification. Johnny avait dû fouiller le passé de plusieurs journalistes qui, comme lui, assistaient à la conférence de presse, au cas où. Oui, il admettait que sa sœur Anne était surnommée Terry. Oui, elle était morte assez jeune, et les amphétamines y avaient beaucoup contribué. Mais tout ça était connu, non caché à qui voulait le savoir. Johnny ne fit aucun commentaire. L'incident était donc clos, et il n'avait pas l'intention d'en provoquer d'autres. Quel bien pourrait-il faire à cette femme qui lui avait envoyé l'écharpe en lui apprenant que son frère avait péri dans des sables mouvants? En quoi cela l'aiderait-il à mieux vivre? Au courrier, aujourd'hui, 6 lettres et une facture. Une carte d'un cousin de Herb résidant en Oklahoma, un crucifix envoyé à Johnny avec Made in Taiwan imprimé en fines lettres d'or sur les pieds du Christ. Une courte lettre de Sam Weisak et une petite enveloppe avec une adresse au dos qui le fit se redresser brusquement. S. Hazlett, 12 Pound Street, Bangor. Sarah. Il déchira l'enveloppe. Il avait reçu un modèle 2 jours après l'enterrement de sa mère. Écriture souple, penchée vers la gauche, elle lui disait « Je suis désolé de ce qui vient d'arriver. J'ai entendu à la radio que ta mère venait de mourir, et savoir ta douleur devenue chose publique était plus douloureux encore. Tu ne t'en souviens peut-être pas, mais nous avions parlé un peu d'elle la nuit de ton accident. Je t'avais demandé ce qu'elle ferait si tu ramenais à la maison une papiste. Et tu m'avais répondu qu'elle m'aurait souhaité la bienvenue en souriant et en aurait profité pour me glisser quelques prospectus. À ton sourire, j'avais deviné tout l'amour que tu avais pour elle. Par ton père, j'avais appris qu'elle avait changé. En grande partie parce qu'elle t'aimait tant, elle ne pouvait accepter ce qui venait d'arriver. Et je crois que finalement, son espérance a été récompensée. Accepte ma tendre sympathie, et si je peux faire quoi que ce soit, maintenant ou plus tard, compte sur ton amie, Sarah. Il avait répondu à cette lettre pour la remercier. Il avait fait très attention, craignant de trahir ses sentiments. Elle était mariée, mais il se souvenait de leur conversation au sujet de sa mère, et de bien d'autres choses encore survenues cette nuit-là. Sa réponse lui avait pris une soirée entière, écrite sur un mode doux amer, mais plus amer que doux. Il aimait toujours Sarah Bracknell, et il lui fallait sans cesse se souvenir qu'elle n'existait plus, qu'elle était devenue une autre, mère d'un petit garçon. Il sortit de l'enveloppe une simple feuille qu'il parcourut rapidement. Elle et son fils étaient à Kenbuck pour une semaine avec une amie de Sarah, Stephanie Carslite. Il devait se rappeler d'elle, mais Johnny ne s'en souvenait pas. De toute façon, Walt était retenu à Washington pour 3 semaines, à la fois pour ses affaires et celles du Parti républicain. Sarah pensait pouvoir prendre un après-midi et venir voir Johnny et Herb à Pownal, si toutefois ça ne les dérangeait pas.
Tu peux me joindre au 814 62 19 entre le 11 et le 23 octobre, avait-elle écrit. Si cela vous gêne en quoi que ce soit, préviens-moi en toute simplicité, je comprendrai. Amitié à tous deux, Sarah. Johnny contempla le jardin, les bois roux et dorés. Les feuilles allaient bientôt tomber, l'hiver arrivait. Amitié à vous deux, Sarah. Il resta pensivement sur ces mots. Il vaudrait mieux ne pas appeler, ne pas écrire, ne rien faire, se disait-il. Elle comprendrait. Comme pour la femme à l'écharpe, quel bien pouvait-il sortir de tout ça? Pourquoi troubler l'eau qui dort? Sarah pouvait écrire sincère amitié en toute spontanéité. Lui ne pouvait pas. Il n'avait pas encore surmonté le choc du passé. Pour lui, le temps avait été brutalement immobilisé et mutilé. Du fin fond de son passé, elle lui appartenait toujours. Il pouvait accepter l'accident, le temps gaspillé, mais ses émotions antérieures résistaient opiniâtrement. Répondre à sa lettre de condoléances avait été difficile, et plus difficile encore à une lettre de circonstance. Il est toujours possible de déraper, mais s'il commençait à dépasser les bornes de l'amitié, tout ce qu'il pouvait partager maintenant s'il la revoyait, il était capable de faire, de dire des choses stupides. Mieux valait ne pas appeler, laisser tout ça en l'état. Pourtant, il appellerait, pensa-t-il, il appellerait et l'inviterait. Il glissa la lettre dans son enveloppe. Le soleil étincela sur des chromes, un éclair l'éblouit. Une Ford se frayait un chemin dans l'allée. Johnny essaya d'en deviner le conducteur. Les promeneurs étaient rares par ici. Pownall n'était qu'un petit point sur la carte, assez difficile à trouver. Si la voiture appartenait à un curieux, Johnny l'éloignerait aussi vite que possible, aimablement mais fermement. Vézac lui avait donné ce conseil, et c'était un sage conseil. La voiture réapparut après le tournant entre le hangar et le tas de bois. Johnny aperçut le petit autocollant Hertz au coin du pare-brise. Un homme très grand, en jean tout neuf et chemise de chasseur rouge, sortit de la voiture et jeta un coup d'œil autour de lui, avec l'air d'un type qui n'est pas habitué à la campagne. Un homme qui sait qu'il n'y a plus de loups ni de pumas en Nouvelle-Angleterre, mais qui veut tout de même s'en assurer. Bref, un citadin. Il leva les yeux vers la maison, aperçut Johnny et agita une main haut levée. « Belle journée, dit-il. »« Il a l'accent de Brooklyn, pensa Johnny, et il parle du nez. »« Salut, dit Johnny. Vous êtes perdu ?»« Oh, j'espère que non, dit l'étranger en s'approchant jusqu'au bas des marches. Vous êtes John Smith ?» Johnny sourit. « Oui, vous avez frappé à la bonne porte. Que puis-je pour vous ?»« Eh bien, dit l'homme, peut-être pouvons-nous quelque chose l'un pour l'autre. Je m'appelle Richard Dees et je travaille au magazine Vue intérieure, expliqua-t-il en tendant la main. Il avait les cheveux mi-longs, au goût du jour, et très gris. Teint, estima Johnny, amusé. Que penser d'un homme qui parle du nez et se teint les cheveux en gris? Peut-être connaissez-vous le magazine demanda l'homme. Oh, j'ai eu l'occasion de le feuilleter, répondit Johnny. Il est en vente un peu partout, mais je ne désire pas être interviewé. Je suis désolé que vous ayez fait tout ce voyage pour rien. On le vend au supermarché. Les titres en sont sensationnels et racoleurs. Un enfant tué par des extraterrestres, cri désespéré de la mer, ou les aliments qui empoisonnent nos enfants, ou bien 12 médecins prédisent un tremblement de terre en Californie pour 1983. Bon, mais une interview n'est pas exactement ce que je suis venu chercher, dit l'homme. Puis-je m'asseoir? Oh, vraiment, commença Johnny. Monsieur Smith, le coupa l'homme, je vole depuis New York et à Boston j'ai pris un petit avion qui m'a obligé à m'interroger sur la condition humaine et sur ce que deviendrait ma femme en cas de catastrophe. Ah oui, Pertland Bangor Airways est surnommé Panic Airline, fit Johnny en riant. Ah, c'est tout à fait ça, acquiesça Dees. Oh, très bien, dit Johnny, je vous écoute. Mais un quart d'heure, pas une minute de plus, je dois dormir l'après-midi. Pieux mensonge, mais pour la bonne cause. Oh, un quart d'heure, c'est plus qu'il n'en faut. Dees se pencha en avant. Je me suis livré à une simple estimation, monsieur Smith. Je pense que vous valez environ 200 000 $. Johnny eut un petit sourire. Ce que je vaux ou ne vaux pas, c'est mon affaire. Oh, bien sûr, dit l'homme. Je ne voulais nullement vous offenser, monsieur Smith. Vue intérieure voudrait vous offrir une situation très lucrative. Non, merci, fit Johnny. Si vous vouliez me donner une chance de vous expliquer. Mais je ne suis pas médium, dit Johnny. Mais juste un instant. Monsieur Dees, vous n'avez pas l'air de bien me comprendre. Écoutez, une minute, supplia Dees avec un soupir engageant. Et comment avez-vous appris mon adresse demanda Johnny. Eh bien, nous avons un correspondant dans un journal du Maine.
Il nous a indiqué que vous résidiez sans doute chez votre père. Alors je lui dois sans doute des remerciements, n'est-ce pas demanda Johnny. Mais oui, dit l'homme très à l'aise. Je parie que vous serez de mon avis quand vous saurez de quoi il s'agit. Puis-je? Très bien, allez-y, dit Johnny, puisque vous avez voyagé sur Panic Airlines pour venir jusqu'ici, mais je vous préviens, je ne changerai pas d'avis. Écoutez-moi, dit l'homme, nous sommes dans un pays libre, n'est-ce pas? Vue intérieure, c'est spécialisé dans les histoires de médiums, de voyants, comme vous devez le savoir. Nos lecteurs, pour être tout à fait francs, n'y connaissent pas grand-chose. Nous avons un tirage hebdomadaire de 3 millions d'exemplaires. 3 millions de lecteurs par semaine, monsieur Smith. Et comment y arrivons-nous? Nous faisons dans le spirituel. Ouais, des jumeaux dévorés par l'ours tueur, murmura Johnny. L'homme haussa les épaules. Oui, bien sûr, nous vivons dans un monde dur. Les gens doivent être informés de ces choses. C'est leur droit de savoir. Mais pour un article minable, nous en avons 3 qui expliquent à nos lecteurs comment maigrir sans souffrir, et comment trouver l'harmonie sexuelle et l'entente conjugale, ou comment se rapprocher de Dieu. Croyez-vous en Dieu, monsieur Dease demanda Johnny. En fait, non, répondit-il, avec son sourire de charme. Mais nous sommes en démocratie, le plus puissant pays du monde, n'est-ce pas? Chacun est maître de son destin. Non, le fait est que nos lecteurs croient en Dieu. Ils croient aux anges et aux miracles. Oui, à l'exorcisme et aux démons, aux messes noires, continua Johnny. Oui, exact, dit l'homme. Vous saisissez, c'est une audience spirituelle. Ils croient à toutes ces histoires-là. Nous avons 10 médiums sous contrat, y compris Kathleen Nolan, la voyante la plus célèbre d'Amérique. Nous voudrions vous avoir sous contrat, monsieur Smith. Vraiment? Fit Johnny. Oui, absolument, dit l'homme. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Eh bien, votre photo et de petits articles qui paraîtront 12 fois par an. Nous sortons chaque année une édition spéciale pour le Nouvel An, et une le 4 juillet sur l'avenir de l'Amérique au cours de l'année. Cette édition très complète donne des tas d'informations sur la politique étrangère ou l'économie politique. Mais je crois effectivement que vous ne comprenez pas, dit Johnny. Il parlait lentement, comme à un enfant. J'ai eu 2 pressentiments, mais d'une manière tout à fait hasardeuse. Je serais aussi incapable de prédire l'avenir de l'Amérique que de traire un taureau. L'homme eut l'air scandalisé. Mais qui parle de ça? Notre équipe de rédacteurs s'en charge. Une équipe? Dit Johnny, stupéfait. Oui, évidemment, poursuivit Dease avec impatience. Un de nos types les plus populaires ces 2 dernières années a été Frank Ross, spécialiste des catastrophes. C'est un garçon très gentil, mais il a quitté l'école en 9e. Il a fait 2 passages dans l'armée et conduisait les cars Greyhound au dépôt à New York quand nous l'avons découvert. Vous croyez que nous l'avons laissé écrire ses articles? Il ne sait même pas épeler merci. Mais alors, les prédictions demanda Johnny. Rien d'autre que de l'improvisation, répondit l'homme. Mais vous seriez surpris de voir à quel point ces types savent deviner le truc énorme. Énorme, répéta Johnny, ahuri. Sa mère avait été une fidèle lectrice de Vue intérieure, jusqu'au jour où ils avaient fait paraître des photos de débris de voitures ensanglantés, de décapitations, d'exécutions de trafiquants. Elle avait juré à chaque légende, et sans aucun doute, la plus grande partie des 2 999 999 autres lecteurs en avait-il fait autant. Et maintenant, ce type était assis là, avec ses cheveux teints en gris, ses chaussures à 50 $ et sa chemise qui portait encore l'étiquette du magasin, et il parlait de trucs énormes. Mais ça marche, poursuivit-il. Si vous vous décidez, tout ce que vous aurez à faire, c'est de nous téléphoner vos informations, et nos services les traiteront. Par ailleurs, vous êtes parfaitement libre de signer un contrat chez un éditeur. Tout ce que nous vous demandons, c'est d'avoir la première exclusivité. Croyez-moi, nous payons très bien. De quoi mettre du beurre dans vos épinards, ricana l'homme. Et quel peut être le montant de ce contrat demanda doucement Johnny, agrippé au bras de son fauteuil, la veine de sa tempe droite palpitant. 30 000 $ par an pendant 2 ans, répondit l'homme. Et si vous devenez populaire, cette somme sera négociable. Tous nos médiums ont leur spécialité. Vous, je crois que ce sont les objets. Dease cligna des yeux rêveusement. Disons 2 fois par mois, les lecteurs de Vue intérieure seront invités à envoyer un objet personnel à Johnny Smith, ou quelque chose comme ça. Nous serons précis, bien sûr. Il ne faut pas qu'ils envoient des choses chères, car rien ne sera renvoyé. Mais vous seriez surpris. Il y a des gens absolument cinglés, et Dieu les aime, ceux-là. Oui, vous seriez surpris de voir ce qu'ils expédient, des diamants, des pièces d'or ou des alliances. Et nous pourrions préciser dans votre contrat que tous les objets envoyés à votre nom deviennent votre propriété personnelle. Johnny commençait à voir rouge.
Ainsi, les gens en verront des choses que je pourrais garder. C'est bien ce que vous voulez dire, demanda Johnny. Oui, absolument. Je n'y vois aucun inconvénient, répondit l'homme. C'est un problème de clause dans le contrat. Un peu plus de beurre dans vos épinards. Et supposons, dit Johnny, contrôlant soigneusement sa voix, supposons que je trouve un événement sensationnel, comme vous dites. Je n'ai qu'à vous téléphoner et vous dire que le président Reagan sera assassiné le 31 septembre 1983. Non pas parce que j'en aurais eu le pressentiment, mais parce que j'en aurais eu l'idée. Eh bien, septembre n'a que 30 jours, vous savez, remarqua l'homme. Mais à part ça, je crois que ce serait bien joué. Vous avez un don, Johnny, et vous avez l'esprit large. Vous seriez surpris de savoir combien les gens sont mesquins. Un de nos gars, Tim Clark, de l'Idaho, nous a écrit il y a 2 semaines qu'il avait eu une vision. Earl Butz allait être obligé de donner sa démission l'année prochaine. Et pardonnez-moi l'expression, mais qui est Earl Butz pour une ménagère américaine? Vous avez des ondes positives, Johnny. Vous êtes fait pour ce boulot. Des ondes positives, murmura Johnny. Dease le regarda, surpris. Vous vous sentez bien, Johnny? Vous êtes tout pâle. Johnny pensa à la femme qui avait envoyé l'écharpe. Sans doute lisait-elle vue intérieure. Je résume, dit Johnny. Vous me payez 30 000 $ par an pour mon nom. Et votre photo, n'oubliez pas, dit l'homme. Oui, et ma photo, et un article bidon, ajouta Johnny. De plus, je dis aux gens ce qu'ils veulent savoir au sujet des objets qu'ils m'enverront, et en extra, je les garde pour moi. Oui, si l'avocat est d'accord, dit l'homme. Et ils deviennent donc ma propriété personnelle, c'est bien ça, ajouta Johnny. Oui, c'est ça, dit l'homme. Grosso modo, Johnny, les choses s'imbriquent les unes dans les autres de façon surprenante. Et en 6 mois, vous serez membre à part entière de la famille, et après, le ciel est à vous. Les tournées Carson, signatures, conférences, et un livre, bien sûr. Les éditeurs font des ponts d'or au médium. Cathy Nolan a démarré avec un contrat semblable au vôtre, et maintenant elle se fait plus de 200 000 par an. Aussi a-t-elle fondé sa propre école. Elle n'en rate pas une, notre Cathy. Dease se pencha en avant, tout souriant. Je vous le dis, Johnny, le paradis est à vous. Ça, c'est à parier, dit Johnny. Alors, qu'en pensez-vous demanda l'homme. Johnny se pencha vers Dease, agrippa la manche de sa chemise neuve d'une main et le col de la même chemise neuve de l'autre. Et qu'est-ce qui vous prend fit l'homme. Johnny tira des 2 mains sur la chemise. 5 mois d'exercice quotidien avaient musclé ses mains et ses bras de façon incroyable. Vous me demandez ce que j'en pense dit Johnny. Il commençait à avoir très mal à la tête. Je vais vous le dire, je pense que vous êtes un vampire, un fossoyeur des rêves. Je pense que votre mère aurait dû mourir d'un cancer le lendemain de votre conception. Si l'enfer existe, vous y brûlerez. Mais ne me parlez pas sur ce ton, cria l'homme d'une voix stridente. Vous êtes complètement cinglé. Oubliez tout ça, espèce d'abruti. Vous aviez votre chance, et ne venez surtout pas ramper après ça. De plus, vous parlez du nez, dit Johnny en se levant, et en soulevant Dease en même temps que lui. Le pan de sa chemise sortait de son jean, dévoilant un maillot de corps ajouré. Johnny commença à le secouer en cadence d'arrière en avant. Dease en oubliait d'être furieux. Il en bredouillait. Johnny le traîna jusqu'en haut des marches, leva un pied et l'expédia sur le fond du Lévis tout neuf. Dease arriva en bas en 2 grandes enjambées, toujours bafouillant. Il glissa dans la boue et s'étala de tout son long. Quand il se releva, son ensemble était maculé, ce qui, à la campagne, le rendait plus présentable, pensa Johnny, tout en doutant que Dease partageait cet avis. « Je devrais prévenir la police, éructa-t-il. Et je vais peut-être le faire. »« On fait ce que vous voulez, dit Johnny. Mais par ici, on ne traite pas très gracieusement ceux qui mettent leur nez dans les affaires des autres. » Le visage de Dease était déformé par un mélange de peur, de colère et d'étonnement. « Eh bien, si jamais un jour vous avez besoin de nous, commença-t-il, mais Johnny avait très mal à la tête maintenant, et il réussit à maîtriser sa voix. « Ça va comme ça, filez !»« Vous le regretterez, vous savez, 3 millions de lecteurs, ça vous coûtera cher. Quand nous nous serons occupés de vous, vous n'aurez plus aucune audience. Même si vous annoncez le printemps en avril, on ne vous croira plus, bredouillait Dease furieux. Sortez d'ici, espèce de minable, cria à nouveau Johnny. Eh ben, vous pouvez dire adieu à la gloire, cria l'homme, en donnant l'impression d'avoir essayé d'être le plus injurieux possible. Avec son visage défait, ses vêtements entachés, il avait l'air d'un gosse puni. Son accent de Brooklyn s'était aggravé au point de devenir incompréhensible. Toutes les maisons d'édition vont vous rire au nez, ajouta-t-il. Les lecteurs ne voudront plus de vous quand je vous aurai démoli. Il y a des moyens pour abattre les petits rigolos comme vous, et nous les avons, nous. Je crois que je vais prendre mon flingue et faire un carton en état de légitime défense, commenta Johnny. Dease recula vers sa voiture, lâchant toujours menaces et obscénités.
Johnny resta sous la véranda en l'observant, sa tête le faisant de plus en plus souffrir. Diz emballa le moteur, souleva des nuages de poussière et fit une légère embardée. Il rentra dans la pile de bois. Johnny sourit en dépit de sa migraine. Il remettrait le bois en place plus facilement que Diz n'expliquerait aux gens de Hertz la grosse bosse dans l'aile avant de la Ford. Le soleil brillait encore sur les chromes quand Diz s'engagea dans l'allée pour rejoindre la route. Johnny reprit place dans son fauteuil d'osier, puis il prit son front à deux mains, attendant la fin de sa migraine. « Que comptez-vous faire » demanda le banquier. Le trafic était intense dans la grande rue de Whitgaway, dans le New Hampshire. Au troisième étage, les murs lambrissés de pin du bureau du banquier étaient décorés de toiles de Remington, ainsi que de photos du banquier dans l'exercice de ses fonctions. Sur le bureau, un cube transparent protégeait les photos de sa femme et de son fils. « Je vais me présenter à la Chambre des représentants l'année prochaine, fit Greg Stilson. C'était devenu un homme corpulent, vêtu d'un pantalon kaki, d'une chemise bleue aux manches retroussées et d'une cravate noire ornée d'un motif bleu. Il avait l'air déplacé dans cette pièce, comme si à chaque instant on s'attendait à le voir se livrer à une mêlée de rugby. Le banquier, Charles Gendron, dit Chuck, président du Lions Club, se mit à rire, un peu décontenancé. Stilson avait le don de déconcerter les gens. S'il avait été un enfant maigrichon, son poids actuel lui permettait de savourer sa revanche. Assis là, dans le bureau de Gendron, il ressemblait beaucoup au paysan rougeau qu'avait été son père. « Je pense que George Harvey a son mot à dire, ne croyez-vous pas, Greg » demanda le banquier. Stilson tiqua à la remarque de Gendron. George Harvey non seulement orientait la politique de la ville, mais conseillait aussi le 3e district républicain du New Hampshire. « George ne dira rien, répondit Greg calmement. Sa chevelure était légèrement grisonnante, et son visage rappelait celui d'un homme qui, longtemps auparavant, avait battu à mort un chien dans une cour de ferme. Sa voix, cependant, demeurait posée. « George va se retrouver sur la touche, » continua Stilson, « si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai pas l'intention de lui marcher sur les pieds, parce que je me présenterai comme candidat indépendant. Je ne vais pas passer mon temps à lécher des bottes. »« Mais vous plaisantez, n'est-ce pas, Greg » interrogea le banquier d'une voix hésitante. Greg grimaça une fois de plus. « Non, je ne plaisante pas. Les gens pensent que je plaisante. L'Union Leader et tous ces gogos du Daily Democrat pensent que je plaisante. Mais rencontrez George Harvey et demandez-lui si j'ai l'habitude de plaisanter. Après tout, nous avons quelques cadavres en commun derrière nous. Hein, pas vrai, Chuck ?» conclut-il dans un gigantesque éclat de rire. C'était là une allusion à l'affaire Laurel Estax. Ce dernier, un vieillard qui habitait Back Ridgeway, avait refusé de vendre. Ses 14 poulets étaient alors morts de façon mystérieuse. Ensuite, un incendie s'était déclaré dans son cellier, et puis un jour où le vieux avait été voir sa sœur dans une maison de retraite de Kinney, quelqu'un avait étalé de la merde sur les murs du living room, après quoi le vieillard avait vendu, et l'affaire Laurel Estax avait été considérée comme classée. Il y avait bien aussi ce motard, Sonny Elliman, qui traînait de nouveau dans les parages. Lui et Greg étaient très copains. Mais cela ne pouvait alimenter les ragots, car Greg, comme responsable de la réinsertion des toxicomanes, rencontrait souvent des loupards ou des Hells Angels. Au lieu de les condamner ou de les arrêter, la ville les prenait en charge. C'était une idée de Greg, et une fameuse idée. Le banquier était le premier à l'admettre, puisqu'elle lui avait permis d'être désigné comme grand électeur. Mais ça, c'était de la démence. Greg avait dit autre chose que Gendron n'avait pas bien compris. « Pardon » fit le banquier. « Je vous ai demandé si vous vouliez patronner ma campagne, » répéta Greg. « Mais Greg » Gendron s'éclaircit la voix et reprit. « Greg, vous donnez l'impression de ne pas comprendre. Harrison Fisher est le représentant du 3e district à Washington. Harrison Fisher est respecté et probablement éternel. »« Personne n'est éternel, » répliqua Greg. « Harrison, oui, » dit Gendron. « Demandez à Harvey, ils sont allés à l'école ensemble. » « Oui, en 1800 et quelques, je suppose, » dit Stilson. Le banquier ne tint aucun compte de cette astuce bidon. « C'est pas ça qui m'arrêtera, » ajouta Stilson. « Mais Greg, vous êtes fou, » dit le banquier. Le sourire de Greg avait disparu, et son visage s'était fait menaçant. « Ne dites jamais une chose comme ça, Chuck, jamais !» Le banquier était maintenant terrorisé. « Oh, Greg, je m'excuse, c'est seulement... »« Ne me parlez jamais sur ce ton, » le coupa Greg. À moins que vous ne vouliez vous aussi rencontrer Sonny Elliman. Les lèvres de Gendron frémirent, mais aucune parole n'en sortit. Greg sourit à nouveau.
Mais peu importe, nous n'allons pas nous chamailler, puisque nous allons travailler ensemble. J'ai besoin de vous, parce que vous connaissez les milieux d'affaires du New Hampshire. Nous gagnerons beaucoup d'argent quand tout sera mis sur pied. Mais il va falloir amorcer la pompe. Je pense que 50 000 $ suffiront pour commencer. Le banquier, qui avait travaillé pour Harrison Fisher au cours de ses 4 dernières campagnes électorales, était si abasourdi par la naïveté de Greg en la matière qu'il se trouva pris de court. Finalement, il déclara « Greg, les hommes d'affaires ne financent pas une campagne électorale par simple bonté d'âme, mais parce que celui qui pense l'emporter leur est redevable de quelque chose. Dans une campagne serrée, ils soutiendront un candidat qui a une chance de gagner. C'est le maître mot, gagner. Maintenant, Fisher est... Et regardez, le coupa Greg à nouveau, en sortant une enveloppe de sa poche revolver. Je voudrais que vous jetiez un coup d'œil là-dessus. Gendron contempla l'enveloppe avec méfiance, puis leva les yeux vers Greg, qui l'encouragea d'un hochement de tête. Le banquier prit l'enveloppe et l'ouvrit. Un long silence régna dans le bureau, troublé seulement par le doux mouvement de la pendule électrique, puis par le craquement de l'allumette dont se servit Greg pour allumer un cigare. Sur les murs, toujours les tableaux de Remington, et sur le bureau, le cube transparent et les photos de la famille. Mais maintenant, étalées sur le même bureau, des photos du banquier, la tête enfouie entre les cuisses d'une jeune femme brune, ou peut-être rousse. Les épreuves étaient en effet d'un tirage grossier, en noir et blanc. Le visage de la femme était éloquent. Ce n'était pas le visage d'une femme de banquier. Les gens de Ridgeway auraient pu reconnaître celui d'une serveuse du routier de Bobby Strang. Ces photos du banquier étaient inutilisables puisque le visage du banquier y était invisible. Mais sur d'autres clichés, par contre, sa grand-mère l'aurait immédiatement reconnu. Gendron et la serveuse y étaient bestialement et audacieusement mêlés, et ce n'étaient certainement pas des photos pour illustrer un manuel d'éducation sexuelle. Gendron leva les yeux, le visage défait, les mains tremblantes. Il redoutait une attaque cardiaque. Greg ne le regardait même pas. Il était à la fenêtre, contemplant le ciel tamisé d'octobre. « Le vent du changement se lève, dit Greg, l'œil lointain. Et il se retourna vers Gendron. Un de ces toxicos du centre, vous savez ce qu'il m'a donné? Chuck Gendron fit signe que non, il ne savait pas. Les yeux toujours fixés sur les photos, il se massait le côté gauche de la poitrine, au cas où. Maudite photographie. Et si jamais sa secrétaire entrait? Il cessa de se masser, rassembla les photos et les remit dans l'enveloppe. Il m'a donné le petit livre rouge de Mao, dit Greg. Un petit rire étouffé sortit de sa large poitrine, cette poitrine qui faisait honte à son père adoré tant elle était malingre autrefois. Et j'y ai trouvé un proverbe, continua Greg. Je ne me rappelle plus exactement, mais c'était quelque chose comme « L'homme qui sent que le vent va changer ne construira pas un paravent, mais un moulin à vent. » Il se pencha et poursuivit. « Harrison Fisher n'est pas un gagnant, il est fini. » Une bonne partie des hommes politiques, à l'échelon local ou national, vont se réveiller au lendemain des élections et s'apercevoir qu'ils sont morts. Les yeux de Greg Stilson étincelaient. Et vous voulez connaître la nouvelle vague? Observez-moi. Les républicains présentent un gars nommé Erwin et les démocrates Mitchell. Mais quand ils compteront les votes, tous deux auront une grande surprise, parce que les gens auront voté pour un homme de Lewiston qui n'appartient à aucun parti. Pour l'instant, on parle de lui comme d'un mystérieux candidat à la présidence. Gendron restait muet. Greg reprit son souffle. Ils vont tous penser que je plaisante, que je suis givré. Mais je ne plaisante pas. Je construis des moulins à vent. Et vous allez me fournir les matériaux de construction. Il se tut, et le silence retomba dans le bureau, à nouveau troublé par le ronron de la pendule. Gendron murmura. Mais où avez-vous eu ces photos? C'est Elliman? Oh, ne parlons plus de ça, dit Greg. Oubliez ces photos, gardez-les même. Et qui a les négatifs? Demanda le banquier. Chuck, dit Greg avec gravité, vous ne comprenez pas que je vous offre Washington? Le paradis nous attend. Je ne vous demande même pas de me trouver beaucoup d'argent, juste un broc d'eau pour amorcer la pompe. Quand tout sera en ordre, l'argent rentrera. Vous connaissez les gens qui en possèdent. Vous déjeunez avec eux à Caswell House. Vous jouez au poker avec eux. Vous avez échangé de la correspondance avec eux au sujet de prêts à des taux usuraires. Aussi avez-vous les moyens de leur passer les menottes. Mais Greg, vous ne comprenez pas, vous ne... commença le banquier. Mais Greg se leva. De la manière que moi je vous passe les menottes, dit-il. Le banquier leva vers lui un regard désespéré qui lui donnait l'air d'un mouton qu'on mène à l'abattoir, pensa Greg. 50 000 $, précisa-t-il avant de sortir, refermant doucement la porte derrière lui.
Gendron entendit sa voix tonitruante à travers la mince cloison. Il échangeait des plaisanteries avec sa secrétaire. Cette dernière, la soixantaine, à la poitrine plate, devait sans doute être prise de fou rire comme une écolière. Greg était un bouffon, et on n'élisait pas de bouffon à Washington. Enfin, assez difficilement tout de même. Mais ce n'était pas là le problème. L'esprit de Chuck aborda le problème comme une souris blanche grignotant un morceau de fromage sur une assiette. Ça devrait pouvoir se faire, oui, ça devrait pouvoir se faire, mais est-ce que ça s'arrêterait là? L'enveloppe blanche se trouvait toujours sur le bureau. Sa souriante épouse la contemplant depuis son cube translucide. Il attrapa l'enveloppe et la fourra dans la poche intérieure de son pardessus. C'était sûrement Illiman, lui seul avait pu prendre ces photos, il en était certain. Mais c'était Stilson qui l'avait commandité. Peut-être, après tout, n'était-il pas aussi bouffon que ça? Pourtant, son jugement sur le monde politique était absolument stupide. Construire des moulins à vent au lieu de paravents, le paradis vous attend. Mais ce n'était pas le problème. 50 000 $. Chuck Gendron, président du Lions Club, connu partout comme un chic type, l'année dernière, il était monté sur une de ces drôles de petites bicyclettes pour la parade du 4 juillet à Ridgeway, tira un bloc du premier tiroir de son bureau et commença à y jeter quelques noms. En bas, dans Main Street, Greg Stilson leva son visage vers le soleil d'automne et se félicita pour ce travail bien fait, ou plutôt bien emmanché. Par la suite, Johnny pensa que la raison pour laquelle il avait cessé de penser à Sarah était liée à la visite de Richard Dees, l'homme de vue intérieure. Puis il avait fini par faiblir et avait appelé Sarah pour l'inviter à venir. Il estimait qu'elle pourrait lui remonter le moral. Il téléphona à Kinney Bunk et obtint d'abord son ami. Un silence s'ensuivit, puis la voix de Sarah. « Johnny, c'est toi ?»« En personne. »« Comment vas-tu ?»« Oh, très bien. Et toi ?»« Très bien. Je suis heureuse que tu aies appelé. Je n'étais pas sûr que tu le ferais. »« Est-ce que tu sniffes toujours ?» demanda Johnny. « Non, je suis à l'Hérault maintenant, » répondit Sarah. « Est-ce que tu viendras avec le bébé ?» demanda-t-il. « Oh, bien sûr, je l'emmène partout avec moi. »« Parfait. Et quand venez-vous me rendre visite ?»« Oh oui, ça me ferait très plaisir, » dit-elle avec empressement. « Mon père travaille à Westbrook, » reprit Johnny, « et je suis chef cuisinier. Il rentre vers 4h30 et nous mangeons 1 heure plus tard. Vous serez les bienvenus pour dîner, mais je vous préviens, tous mes plats sont à base de spaghettis américains. » Elle se mit à rire. « Ok, accepté. Et quel jour ?» demanda-t-elle. « Que pensez-vous de demain ou après-demain ?» demanda Johnny. « Oh ben demain c'est parfait, » dit-elle après une brève hésitation. « À bientôt alors. »« Oui, à bientôt. Et sois prudente, Sarah, » dit Johnny. « Oui, toi aussi, » répondit-elle. Il raccrocha, à la fois excité et coupable, absolument sans raison. Mais on n'est pas maître de ses sentiments, après tout. Bon, elle sait ce qu'elle doit savoir, elle sait à quelle heure papa rentre. Qu'avait-elle besoin de savoir d'autre? Mais une petite voix intérieure ajouta « Et que ferez-vous si elle débarque à midi ?»« Rien, » répondit-il sans y croire. Il pensait simplement au dessin des lèvres de Sarah, à ses yeux verts légèrement en amande. C'était suffisant pour qu'il se sente faible, idiot et vaguement désespéré. Johnny passa dans la cuisine et lentement commença à préparer le dîner. Pas très compliqué, juste pour deux, père et fils. Cela ne se passait pas trop mal. Il se remettait lentement. Lui et son père avaient parlé de ses 4 ans et demi perdus, de sa mère, avec des ménagements d'abord, puis de façon de plus en plus ouverte. Pas tellement pour comprendre, mais pour en finir. Non, ça ne se passait pas trop mal. Mais tout se terminerait en janvier, quand il retournerait à Clive Mills pour y enseigner. Il avait reçu son contrat la semaine dernière, l'avait signé et renvoyé à Dave Pelsen. Et que ferait son père à ce moment-là? Il va continuer, pensa Johnny. Les gens ont des dispositions pour ça. Continuer, tout simplement. Avancer sans drame, sans roulement de tambour. Il viendrait voir Herb aussi souvent que possible, chaque week-end, si c'était la bonne solution. Tant de choses étaient devenues incompréhensibles, et si rapidement, que tout ce qu'il pouvait faire, c'était de suivre le mouvement général de son mieux, en tâtonnant comme un aveugle perdu dans un appartement inconnu. Il mit le rôti dans le four, gagna le living room, alluma la télé, puis l'éteignit, et finit par s'asseoir en pensant à Sarah. « Le bébé, se dit-il. Le bébé sera notre chaperon si elle vient de bonne heure. Tout sera bien ainsi. » Longtemps encore, il se laissa aller à rêver. Elle arriva à 12h15 le lendemain, au volant d'une petite voiture rouge dernier modèle.
Elle se gara, sortit, grande et belle, le doux vent d'octobre jouant dans ses cheveux d'un blond cuivré. « Johnny !» appela-t-elle, levant la main. « Sarah !» fit-il, en venant à sa rencontre, et il l'embrassa légèrement sur la joue. « Il faut que je sorte l'empereur, dit-elle, en ouvrant la portière. « Je peux t'aider » demanda Johnny. « Oh, nous nous entendons très bien, n'est-ce pas, Denis ?» reprit Sarah. « Allez, viens, bébé. » Elle manipula adroitement les courroies, dégagea le bébé potelé et le souleva. Denis, curieux, regarda les alentours, puis ses yeux se fixèrent sur Johnny. Il sourit. « Vig !» dit Denis en applaudissant des 2 mains. « Je crois qu'il veut aller avec toi, dit Sarah. C'est très inhabituel. Denis, comme son père, a une sensibilité républicaine. Il est réservé. Tu veux le prendre ?»« Oh oui, dit Johnny, incertain. Sarah sourit. « Il ne bougera pas, et tu ne le lâcheras pas, dit-elle, en lui tendant Denis. Si jamais ça arrivait, il rebondirait comme une balle. » Denis passa un bras nonchalant autour du cou de Johnny et regarda sa mère. « C'est drôle, dit Sarah. Jamais il ne... »« Mais Johnny... Hé, Johnny !» Quand le bébé avait passé son bras autour de son cou, Johnny s'était senti submergé comme par une eau tiède. Rien de sombre, rien de trouble, tout était simple. Aucune sensation de malaise, pas de passé douloureux, et pas de mots, uniquement des images fortes. « Johnny ?» Elle le regardait, songeuse. « Oui, fit-il. »« Tout va bien ?» Elle me parle de Denis, réalisa-t-il. « Est-ce que tout va bien pour Denis ?»« Oui, tout va bien, répondit Johnny. « Nous pouvons entrer si tu veux, mais généralement nous restons sur la véranda. Il sera bien assez tôt de se blottir près du poêle. »« La véranda sera parfaite, dit Sarah. Denis a l'air de vouloir rester dehors. Hein, pas vrai, bébé ?» Elle lui ébouriffa les cheveux et il se mit à rire. « Est-ce qu'il sera bien là ?» demanda Johnny. « Aussi longtemps qu'il n'essaiera pas de manger des morceaux de bois, » répondit Sarah. « Oui, j'ai scié des bûches, dit Johnny, en posant Denis avec autant de précaution qu'un vase Ming. « Et comment te sens-tu physiquement » demanda Sarah. « Je pense, » répondit Johnny en se remémorant la raclée qu'il avait infligée à Richardise quelques jours auparavant, « que je vais aussi bien que possible. »« Tant mieux, dit-elle. Tu avais l'air très abattu la dernière fois que je t'ai vu. » Il hocha la tête. « Johnny !» Il la regarda, et de nouveau, il sentit une vague culpabilité tordre ses tripes. Elle le fixait franchement, ouvertement. « Oui, fit-il. »« Tu te souviens de l'Alliance ?» demanda Sarah. Il acquiesça. « Tu sais, elle était là où tu l'avais dit, et je l'ai jetée. »« C'est vrai ?» demanda-t-il. Il était sincèrement étonné. « Oui, je l'ai jetée, et je n'en ai jamais parlé à Walt. » Elle hocha la tête. « Je ne sais même pas pourquoi, mais j'y pense sans cesse. »« Ah, il ne faut pas, dit Johnny. » Ils étaient sur les marches, en face l'un de l'autre. « Et il y a une chose que je voudrais te dire, dit-elle avec simplicité, quelque chose que nous n'avons jamais eu la chance de faire. »« Sarah, commença-t-il, puis il se tut. Il ne savait absolument plus quoi dire. Denis montait laborieusement les marches en gazouillant. « Oui, dit-elle, je ne sais pas si c'est bien ou mal. J'aime Walt, il est bon et facile à vivre. Peut-être la seule chose que je sache vraiment, c'est distinguer un homme bien de celui qui ne l'est pas. Dan, ce type avec qui j'étais au collège, était mauvais. C'est toi qui m'as donné le goût de l'homme bien, Johnny. Sans toi, je n'aurais jamais pu apprécier la valeur de Walt. »« Sarah, tu n'as pas à... » commença Johnny. « Si, justement, répliqua Sarah à voix basse. Parce que ce sont des choses qu'on ne peut dire qu'une fois, et que vous les disiez bien ou mal, c'est une fois pour toutes. » Elle eut un regard presque suppliant. « Tu comprends » demanda-t-elle. « Oui, je crois, fit-il. »« Je t'aime, Johnny, poursuivit-elle. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai essayé de me dire que c'était la volonté de Dieu, mais je ne sais pas. Mais est-ce qu'un mauvais hot-dog est un acte divin? Ou 2 gosses traînant sur une route secondaire en pleine nuit? Tout ce que je désire... » Sa voix s'était faite un peu véhémente. « Tout ce que je désire, c'est ce qui nous a été enlevé. » Sa voix faiblit et elle baissa les yeux. « Et je le désire de tout mon cœur, Johnny. Et toi ?»« Oui, dit-il. » Il tendit les bras et fut surpris de son recul. « Non, pas devant Denis, dit-elle. C'est peut-être stupide, mais je veux tout, Johnny. » Elle rougit légèrement, et son émotion nourrit sa propre excitation. « Je veux que tu me portes, que tu m'embrasses, que tu m'aimes, dit-elle. » Sa voix faiblit, presque brisée. « Je pense que j'ai tort, mais je n'y peux rien. Ce n'est que justice. » D'un doigt, elle essuya une larme sur sa joue.
Mais ce sera l'unique fois, c'est bien ça demanda Johnny. Oui, une seule fois paiera pour tout, répondit-elle. Tout ce qui aurait pu être si les choses n'avaient pas mal tourné. Elle leva vers lui, des yeux plus verts que jamais, noyés de larmes. Pouvons-nous être payés pour tout en une seule fois, Johnny? Non, dit-il en souriant, mais nous pouvons essayer, Sarah. Elle regarda Denis. Il essayait sans succès de grimper sur le tas de bois. Il va bientôt dormir, dit-elle. Ils s'assirent sur la véranda en surveillant Denis. Pas d'impatience entre eux, mais une montée de désir dont ils étaient tous deux conscients. Elle avait enlevé son manteau, s'était assise sur le rebord de la balustrade, les chevilles croisées, ses cheveux blonds épars sur les épaules, le visage un peu empourpré. Des nuages blancs passaient dans le ciel d'ouest en est. Ils parlaient de choses insignifiantes, tranquillement. Pour la première fois depuis 5 ans, le temps n'était pas leur ennemi. Le temps leur offrait son déroulement paisible. Ils parlaient des gens qui s'étaient mariés, d'une fille de Cliff Mills qui avait obtenu une bourse du gouverneur du Maine. Sarah trouvait qu'il avait le physique de Lurch dans la pièce La famille Adams, et qu'il pensait comme Herbert Hoover, et tous deux en rirent. Regarde-le, dit Sarah en désignant Denis. Il était assis sur l'herbe près du lierre grimpant de Vera Smith, le pouce dans la bouche, et les regardait, l'air ensommeillé. Elle sortit un lit de toile de la voiture. Est-ce qu'il sera bien sous la véranda demanda-t-elle à Johnny. Il fait doux. J'aimerais bien qu'il fasse un petit somme dehors. Oh, il sera très bien là, dit Johnny. Elle installa le lit à l'ombre, le coucha et lui remonta les 2 couvertures jusqu'au menton. Allez, dors, mon bébé, dit Sarah. Il lui sourit et ferma immédiatement les yeux. C'est aussi simple que ça, s'étonna Johnny. Bah oui, dit Sarah. Elle s'avança vers lui et lui passa les bras autour du cou. Je voudrais que tu m'embrasses, dit-elle. J'ai attendu 5 ans pour que tu m'embrasses à nouveau, Johnny. Il l'enlaça, l'embrassa doucement. Ses lèvres s'entr'ouvrirent. Oh, Johnny, dit-elle contre son cou. Je t'aime. Moi aussi, Sarah, répondit-il. Où nous mettons-nous demanda-t-elle en s'écartant, ses yeux clairs et profonds comme des émeraudes. Il étala une vieille couverture de l'armée, vieille mais propre, sur la paille du grenier. L'odeur en était capiteuse et douce. Au-dessus d'eux, le mystérieux volettement des hirondelles. Ils s'installèrent. Il y avait une petite fenêtre dont on pouvait surveiller la véranda. Sarah en essuya un coin pour regarder Denis. « Tout va bien » demanda Johnny. « Oui » répondit Sarah. « Il est mieux qu'à l'intérieur. Ça aurait été comme si... » Mais elle haussa les épaules. « Comme si mon père avait été là » ajouta-t-elle. « Oui, c'est entre nous, comme ça » dit Johnny. « Oui » dit Sarah, « c'est notre histoire. » Notre histoire, répéta Johnny. Oui, exactement. Elle était allongée à plat ventre, à un côté de son visage, sur la couverture décolorée, les genoux pliés. Elle enleva ses chaussures. Johnny, défais ma fermeture éclair demanda-t-elle. Il s'agenouilla près d'elle et tira sur la fermeture, qui fit un léger bruit dans le silence. Son dos était couleur ocre, contrastant avec la blancheur de son slip. Il l'embrassa, elle frissonna. Sarah, murmura-t-il. Quoi? Il faut que je te dise quelque chose. Oui, quoi? Tu sais, le docteur a commis une erreur en m'opérant. Il m'a châtré. Elle le boxa sur les épaules. Ah, toujours le même vieux Johnny, dit-elle. Bah oui, dit-il. Sa douce main le caressa en un tendre va-et-vient. Il semble que ce ne soit pas irréversible, dit-elle, son regard brillant cherchant le sien. Non, pas du tout. Mais voyons voir. Il y eut l'odeur du foin, la couverture rugueuse, la douceur de sa chair, sa nudité. Se noyer en elle, c'était se noyer dans un rêve ancien et jamais tout à fait oublié. Oh, Johnny, mon chéri, fit Sarah. Sa voix s'élevait dans l'excitation, ses hanches rythmaient un désir de plus en plus frénétique. Le contact de sa chevelure contre sa poitrine et ses épaules. Il y plongea son visage, se perdant dans leur sombre blondeur. Le temps s'écoulait. La douce odeur du foin, la couverture rugueuse, le bruit du vieux grenier grinçant comme un navire dans le vent d'octobre. Une lueur blanchâtre filtrait entre les lézardes du toit, piégeant les fétus de paille dans d'innombrables faisceaux de lumière. Elle se mit à crier son nom encore, encore et encore, comme une litanie, ses doigts enfoncés dans sa chair, tels des éperons, cavaliers et montures. Ils s'assirent près de la fenêtre donnant sur le jardin. Sarah enfila sa robe et le laissa seul un instant. Seul, sans penser, heureux de la voir réapparaître par la fenêtre. Elle se pencha sur le bébé, remit les couvertures en place.
Le vent agitait ses cheveux et jouait avec le bas de sa robe. « Il va dormir encore une demi-heure, dit-elle. « Vraiment ?» sourit Johnny. « Je vais peut-être en faire autant. » Elle promena son doigt de pied nu sur son ventre. « Oh, il ne vaut mieux pas, dit-elle. » Ils refirent l'amour, mais cette fois elle le guida dans une attitude de prière, tête penchée, chevelure voilant son visage, avec lenteur. « Sarah !»« Non, Johnny, ne dis rien. J'allais dire que tu étais belle. »« C'est vrai ?»« Bah oui, dit-il doucement. »« Avons-nous pris notre revanche ?» lui demanda-t-elle. Johnny sourit. « Sarah, nous avons fait de notre mieux, je crois. » Herb, en arrivant de Westbrook, ne parut pas surpris de voir Sarah. Il lui souhaita la bienvenue, fit grand cas du bébé, et gronda Sarah pour ne pas l'avoir amené plus tôt. « Il a vos cheveux et votre teint, dit Herb, et je pense qu'il aura vos yeux quand ils auront pris leur teinte définitive. » Elle avait mis un tablier par-dessus sa robe de lainage bleu. Dehors, le soleil déclinait. Dans 20 minutes, il ferait nuit. « Vous savez, la cuisine, c'est le rayon de Johnny, dit Herb. « Je n'ai pas pu l'arrêter, dit Johnny. Elle m'a mis un revolver sur la tempe. »« Oh, après tout, c'est peut-être mieux comme ça, reprit Herb. Tout ce que tu prépares, toi, a toujours le goût de spaghettis américains. » Johnny lui lança un magazine et Denis se mit à rire. Un cri strident remplit la maison. « Papa se doute-t-il de quelque chose ?» se demandait Johnny. « J'ai l'impression que c'est écrit sur mon visage, et une pensée fulgurante lui traversa l'esprit alors qu'il regardait son père fouiller dans l'armoire de l'entrée pour trouver une boîte de vieux jouets. Il avait toujours interdit à Vera de les donner. Peut-être qu'il le sait et qu'il comprend. » Ils se mirent à table. Herb demanda à Sarah ce que faisait Walt à Washington. Elle leur parla de la conférence à laquelle il assistait et qui traitait des revendications sur les territoires indiens. Herb regardait Denis manger ses petits pois un par un, faisant travailler ses 6 dents sur ce problème. Après le dîner, ils s'installèrent dans le living-room et cessèrent de s'intéresser à la politique. Ils regardaient Denis jouer avec les vieilles voitures et les vieux camions de bois qu'Herb Smith avait fabriqués autrefois pour son propre fils. Un Herb Smith beaucoup plus jeune, qui avait épousé une jeune femme vigoureuse et gaie, qui buvait parfois une bouteille de bière dans la soirée. Un homme qui n'avait pas de cheveux gris et ne nourrissait d'autre ambition que de voir son fils réussir dans la vie. Il sait, pensait Johnny en buvant son café, il sait ce qui s'est passé entre Sarah et moi cet après-midi, ou il suppose ce qui aurait pu se passer, et il comprend. On ne peut rien changer, ni dissimuler. Le mieux que l'on puisse faire est d'accepter. Cet après-midi, elle et moi avons consommé un mariage qui ne l'avait pas été, et ce soir, il joue avec son petit-fils. Une tragique sensation d'irrémédiable, mais il la repoussa. Ce n'était pas le moment, il le refusait. À 8h30, Denis devint grognon et turbulent. « Il est temps de partir, je crois, dit Sarah. Son lumineux regard vert fixa un instant celui de Johnny. « Ce fut vraiment un plaisir, dit Herb en se levant. N'est-ce pas, Johnny ?»« Ah oui, absolument, répondit Johnny. Je vais porter la chaise du bébé jusqu'à la voiture de Sarah. » À la porte, Herb embrassa Denis sur le front. Celui-ci attrapa son nez et le tordit si fort que les larmes lui montèrent aux yeux, et embrassa Sarah sur la joue. Johnny porta la chaise dans la voiture. Sarah lui donna les clés pour qu'il l'installe à l'arrière. Quand il eut fini, elle se tenait près de la portière côté passager et le regardait. « Nous avons fait de notre mieux, dit-elle avec un petit sourire. Johnny comprit à son regard que les larmes n'étaient pas loin. « Oui, et ce n'était pas mal du tout, dit Johnny. « Nous gardons le contact, d'accord, fit Sarah. « Eh bien, je ne sais pas, Sarah. En fait... »« Non, fit Sarah. « Je suppose que c'est non. Ce serait trop facile, n'est-ce pas ?»« Oui, trop facile, dit Johnny. » Elle se haussa pour l'embrasser sur la joue. Il respira sa chevelure. « Fais attention, murmura-t-elle. Je penserai à toi. »« Merci, et que tout aille bien, Sarah, dit-il en lui touchant le nez. Elle se détourna et s'installa au volant. Une jeune femme, dans le vent, dont le mari amorçait une belle carrière. Je doute que l'année prochaine elle ait encore une si petite voiture, pensa Johnny. Les phares s'allumèrent, puis le petit moteur de machine à coudre se mit à tourner. Elle leva la main, s'avança dans l'allée. Johnny resta à côté du tas de bois, les mains dans les poches, et la regarda s'éloigner. Quelque chose dans son cœur s'était fermé. Ce n'était pas un bouleversement, c'était pire. Il n'était pas bouleversé du tout. Il resta là jusqu'à ce que les 2 feux arrière disparaissent, puis il remonta les marches de la véranda et entra dans la maison. Son père était assis dans le grand fauteuil du living-room, la télé était éteinte.
Les jouets étaient éparpillés sur le tapis, et il les contemplait. « C'est bon de voir Sarah, dit Herb. As-tu passé... » Il hésita une seconde. « Un moment agréable ?»« Oh oui, dit Johnny. Et reviendra-t-elle ?»« Non, je ne crois pas. » Lui et son père se regardèrent. « C'est peut-être mieux, dit finalement Herb. »« Oui, peut-être, dit Johnny. »« Tu as joué avec ces jouets, fit Herb, en s'agenouillant et en commençant à les rassembler. J'en ai donné quelques-uns à Lottie Guédreau quand elle a eu ses jumelles, mais je savais qu'il en restait quelques-uns. Il les rangea dans un carton, les retournant dans ses mains, les examinant. Une voiture de course, une voiture de police, un petit camion et sa remorque, dont la peinture avait presque disparu. Il remit le carton dans l'armoire. Pendant 3 ans, Johnny ne revit pas Sarah Hazlett.